Bonjour à tous. En mon nom et en celui de Corinne, donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et les directeurs, donc les responsables de ce numéro 1 de la revue Participation, de nous avoir invités à tenter de dresser cet état des lieux donc, sur cette thématique de la participation environnementale. Ce domaine, comme vient de le rappeler Denis, aborder la question de la participation environnementale, ça s'imposait d'une certaine manière dans la mesure où l'environnement est un domaine, mais faut-il le rappeler encore, un domaine historique d'expression de cette revendication participative, mais aussi donc d'invention des protocoles destinés à faire droit à cette revendication. Un domaine également d'institutionnalisation de cette revendication, de cette participation, ce que traduit donc cette notion de démocratie environnementale qui a été récemment mise en exergue par le Conseil d'État dans une série donc, de séminaires consacrés à cette thématique. Et naturellement, le domaine de l'environnement est aussi un domaine où on s'interroge beaucoup sur la portée de ces dispositifs participatifs. Alors comment avons-nous procédé donc avec Corinne pour pour établir notre contribution à cet état des lieux? D'abord, donc, pour reprendre une expression qui a été rappelée ce matin dans l'introduction, on a souhaité pouvoir connecter quelques-uns des bourgeons du rhizome de ces recherches sur la participation et plus spécifiquement en ce qui nous concerne, essayer donc de connecter les bourgeons francophones et anglo-saxons. Il est vrai que la maturation du champ de recherche sur la participation environnementale a été plus précoce dans le monde anglo-saxon. Et tant il est vrai également que les champs de recherche donc sur ce domaine, le champ francophone est resté un peu un peu coupé de ce champ de son voisin, cousin anglo-saxon, et donc il nous a paru important d'essayer de mobiliser des contributions fortes sur le plan à la fois méthodologique et conceptuel qui méritent tout à fait d'être débattues plus qu'elles ne le sont actuellement. Cette préoccupation de décloisonner et de donc lier les champs de recherche francophones et anglo-saxons, c'est une préoccupation qui est largement partagée, notamment dans la petite communauté de recherche. Et ça a donné lieu à un séminaire d'échange entre chercheurs donc français et anglo-saxons organisé par Laurent Mermet tout récemment. Au titre du programme Concertation, Décision et Environnement. Nous avons également voulu esquisser une connexion donc, entre les questions, la question démocratique et la question des inégalités environnementales, là aussi en essayant de mettre à profit l'antériorité des préoccupations sur ce thème des inégalités dans le champ anglo-saxon. Alors ensuite, il nous est vite apparu que nous n'aurions absolument pas la possibilité de traiter l'ensemble de cette très vaste littérature sur cette thématique dont les frontières sont difficiles à cerner. D'un côté, ça nous emmène vers la gestion de proximité, qui est un domaine donc très, très prégnant, notamment pour les gestionnaires des services d'environnement, avec parfois une confusion qui est plus ou moins entretenue entre participation citoyenne et satisfaction des usagers des services d'environnement. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi une frontière avec les problématiques du risque ou de la santé. Et donc, dans ce vaste domaine, nous avons donc procédé de manière assez inductive et en partant d'un principe de sélection, et nous avons finalement restreint notre investigation principalement aux enjeux de gestion territoriale des ressources et des risques, en étant par ailleurs attentif à la tension entre donc, les protocoles destinés donc, à organiser intentionnellement la participation du public, quelle que soit la taille de ce public, ce que nous avons appelé donc, dans l'article la participation environnementale ou la démocratie environnementale, mais tension entre donc, ces protocoles, ces moments participatifs intentionnels, et la gestion plus ou moins concertée de ces enjeux de gestion des ressources et des risques, qui donc englobe évidemment gestion concertée,
qui englobe les moments participatifs. Finalement, nous avons organisé donc notre mise en ordre raisonnée des textes que nous avions rassemblés autour des 3 moments de recherche sur la participation qui ont été également rappelés ce matin. Le moment normatif, le moment descriptif et puis donc pour nous plutôt le moment ensuite évaluatif et critique donc d'interrogation sur la portée de ces dispositifs. Alors, sans surprise, l'invention de cette démocratie environnementale s'est accompagnée donc d'un intense travail de justification sur les finalités et de prescription sur les modalités. Sur la question des finalités, je me contenterai ici, donc j'en ai rappelé les principales qui sont donc évoquées dans la littérature. Il peut s'agir on peut avoir pour ambition selon la formule désormais bien établie, de démocratiser la démocratie, mais dans une perspective donc plus gestionnaire, de recréer de la confiance et de manière très explicite de contrer les conflits qualifiés de conflits NIMBY. L'enjeu peut être également donc d'améliorer les décisions sur des enjeux complexes, avec l'espoir au final, mais cet espoir n'est-il pas un peu vain, d'améliorer l'environnement. J'insisterai donc simplement sur ce rôle assigné donc à la participation vis-à-vis de la réduction des conflits d'implantation, des équipements dits nécessaires mais indésirables. Conflits qui ont été une des manifestations très fortes du green discontent des années 60 jusqu'à nos jours, car cela permet donc de pointer l'ambivalence de la participation qui est relevée par de nombreux auteurs, dont qu'on a déjà évoqué ce matin, participation qui est parfois proche de la thérapie sociale et qui peut servir à délégitimer le conflit et ceux qui le portent. La question ensuite plus opérationnelle des critères permettant de concevoir des bons protocoles participatifs a également donc été à la source d'une importante et imposante littérature. Il s'agit bien de se doter de critères permettant de guider la conception et ou l'évaluation de protocoles participatifs. Dans l'article, certaines donc, de ces contributions ont été déjà synthétisées et mises en perspective dans une contribution de Cécile Blatrix à l'occasion d'un séminaire, donc toujours du programme Concertation, Décision et Environnement. Et donc on avait souhaité mobiliser d'autres références et contribuer donc un peu à élargir ce panorama. Donc de manière complémentaire avec ce qui avait été esquissé par le bilan sur cette approche critériologique ou normative de la participation qui avait été esquissée par Cécile Blatrix, on a identifié donc trois autres approches. La première, donc, c'est une approche qui a été, ce sont des critères qui sont mis en avant par les promoteurs d'un modèle d'un protocole participatif qui s'appelle le modèle du discours coopératif, qui est très, à ma connaissance, pas du tout discuté en tout cas dans les travaux francophones. Les concepteurs de ce modèle du discours coopératif sont Ortwin Renn et Thomas Webler. Et pour eux, donc, le bon protocole, c'est celui qui se rapproche le plus de la situation d'interaction communicationnelle idéale. Leur projet est très explicite. Loïc évoquait ce matin un peu la disparition de Habermas, mais en fait, c'est bien ici put Habermas into practice. C'est son absorption en fait dans les protocoles. Et les critères qui sont déterminants donc pour ces auteurs et pour les tenants de ce modèle de discours coopératif sont donc fairness, l'équité, qui rend compte du degré d'habilitation des participants, c'est-à-dire de leur chance de pouvoir assister, intervenir, argumenter, contribuer à la résolution des désaccords et à l'obtention de l'accord. La compétence qui réfère au niveau de qualité atteint dans la compréhension mutuelle entre les acteurs et également dans les informations qui sont fournies dans le cadre du processus, et enfin dans les modes d'évaluation des diverses assertions qui prétendent à l'une ou l'autre forme de validité. Le troisième critère a été rajouté donc ultérieurement, c'est la notion d'apprentissage social qui a une double dimension, à la fois une dimension cognitive
mais plus fondamentalement pour donc Rennes et Vebler, une notion donc morale et qui rend compte en fait de la transformation subjective des acteurs qui apprennent à débattre et à orienter leur discussion vers l'obtention d'un accord et vers le bien commun, et donc à passer au-dessus de la défense de leurs intérêts particuliers. Alors ce sont donc des critères qui, on le voit, donc, sont très procéduraux. Et qui du coup se distingue de la deuxième approche qui, elle, se soucie moins dans un premier temps justement d'identifier des critères procéduraux que d'identifier des objectifs sociaux que doit viser la participation, que doit permettre d'atteindre la participation. L'idée, c'est si on a recours à la participation, c'est bien qu'il y a un problème à résoudre. Quel est ce problème? Et pour les auteurs donc, qui ont travaillé dans cette perspective, notamment Thomas Bayerle, ces critères doivent être donc identifiés à partir d'une analyse des défaillances de l'action publique environnementale classique. La participation apparaît ici comme donc une façon de corriger les défaillances de cette façon traditionnelle de faire. Or, selon les auteurs, l'action publique environnementale classique bute sur 3 problèmes principaux. D'abord, le décalage entre les valeurs et les préférences respectives du public et des professionnels. Ensuite, la méfiance du public vis-à-vis des professionnels et les conflits qui en découlent. D'où les 3 objectifs que doivent permettre d'atteindre les protocoles participatifs: incorporer dans le processus décisionnel les valeurs et préférences du public, recréer de la confiance, atténuer la logique des conflits. Et c'est ensuite, dans un second temps, que, de manière assez pragmatique, très empirique, il convient d'analyser comment certains attributs de contexte ou de procédure sont plus ou moins corrélés avec les chances de voir les protocoles réaliser ces différents objectifs. Et donc une telle approche nécessite de déployer une méthodologie originale, puisqu'il s'agit en fait d'embrasser un vaste corpus de cas. Ils ont travaillé sur une trentaine de cas de planification environnementale. Et donc en codant en fait tous les documents relatifs à ces différents cas, en codant les attributs procéduraux, les attributs de contexte, une identification, une appréciation sur le degré d'atteinte des résultats, et donc ensuite ils ont tenté d'établir des corrélations. Un point qui est donc juste pour un des résultats qui est intéressant dans leur approche, au-delà, je trouve, de l'intérêt donc méthodologique de développer comme ça de travailler sur un nombre important de cas, et donc d'avoir finalement une possibilité d'obtenir des recommandations qui ne soient pas uniquement adossées à une ou 2 ou 3 monographies. C'est qu'ils n'observent pas de lien significatif entre l'atteinte de ces objectifs donc, qui sont mentionnés et le degré donc, d'empowerment ou d'emparement du public, c'est-à-dire son contrôle et son influence sur l'ensemble du processus. Et donc c'est une façon d'interroger en fait la hiérarchie de la très célèbre échelle d'Einstein. Ce dernier point donc semble corroboré par les résultats de la troisième approche qui est développée donc par Thomas Vebler, donc le même que celui qui a travaillé avec Rennes, avec Ortwin Rennes sur le modèle du discours coopératif. Et cette fois en fait, donc Thomas Vebler a cherché, là encore avec une méthodologie originale, à identifier en fait à partir des attentes des participants eux-mêmes au protocole participatif. Et donc il a identifié 5 discours qui structurent les attentes des protagonistes d'un protocole participatif. Et donc un bon protocole peut, par exemple, être aussi bien celui qui permet à un décideur de prendre une décision éclairée, que celui qui va structurer un débat sur les valeurs et qui va conduire à une reconnaissance mutuelle entre des personnes qui se vivaient avant comme des adversaires, ou enfin, troisième exemple parmi les 5, un protocole qui permet d'arriver à une décision consensuelle, donc suite à la mobilisation d'une base informationnelle de qualité. Il y a là donc une approche qui nous paraît tout à fait importante, intéressante, et qui finalement pourrait inviter à essayer de creuser une idée d'identifier, de formaliser des cités, non plus des cités de justice, mais des cités de la décision environnementale au sens des représentations concernant ce qu'est une bonne décision environnementale dans les sociétés contemporaines. Alors cette réflexion normative a directement ou indirectement nourri la réflexion des concepteurs de certains des protocoles que nous allons désormais passer en revue, donc en notamment le second temps plus descriptif
de notre présentation. Et c'est donc Corinne qui va poursuivre. Le deuxième temps de notre présentation, effectivement, partait de la volonté d'ancrer notre propos dans une analyse de la mise en œuvre de ces processus de démocratie environnementale, avec donc pour intérêt de suivre dans la littérature ce que l'on savait de ces dispositifs en place, d'une part, de leur fonctionnement, et d'autre part, ce que l'on savait de leurs effets sur les différents acteurs de la décision. Donc, c'est les deux points de vue sur lesquels on a essayé de travailler et de mobiliser de la littérature, plutôt anglo-saxonne, comme le rappelait Rémi, mais de quantité et de qualité qui n'étaient pas équitablement répartis selon les thèmes. Donc le premier point que l'on pouvait mettre en exergue, c'est le constat de multiples expériences dans le champ de l'environnement, telles que liées à cette histoire un petit peu commune entre participation et environnement, mais autour de trois grandes figures, de trois grands dispositifs, pas forcément dans la réalité mis en place selon des normes très précises, mais qui relevaient en tout cas de ces trois grandes figures. La première que l'on proposait était celle des commissions publiques, qui bien entendu sont d'origine bien plus ancienne, mais qui constituaient, il me semble, l'une des formes récurrentes des dispositifs participatifs tels qu'on a pu les mettre en œuvre dans les différents pays, au moins européens. On en trouve dans tous les domaines de la gestion de la ressource, que ce soit le domaine de l'eau, où on connaît beaucoup, mais aussi dans le domaine de l'air ou de l'énergie, et surtout dans le cadre de la gestion des pollutions à travers les fameuses CLIC et autres commissions locales organisées autour de la gestion d'installations polluantes. Alors on a pu dans le papier qualifier ces commissions d'une forme de gestion néocorporatiste de l'environnement local, parce que à lire la littérature et les analyses qui sont faites de la mise en œuvre de ces dispositifs, on a l'impression que ces commissions publiques organisent les interactions entre les parties prenantes et ont pour but principal et pour fonction d'organiser ces interactions avec un bilan plus ou moins critique, et sans doute plutôt plus que moins, quant à l'accès à ces commissions en termes de coûts d'opportunité ou d'auto-éviction de la part d'un certain nombre de participants, et quant aux décisions prises et à leur imputabilité aux différents acteurs. Donc beaucoup de littérature renvoyait sur ce mode de fonctionnement de ces commissions qui répondait finalement à un cadrage du dialogue entre les parties prenantes plus qu'à un développement de ce dialogue. Deuxième type de figure était celle du débat public, et qui avait comme grande emblème celui de la Commission nationale du débat public, qui relève du Code de l'environnement, qui a été produit en France, en tout cas dans une loi sur le renforcement de la protection de l'environnement, et qui a été pensé, même s'il était importé d'autres pays, a été pensé en lien avec ce champ. Là encore, la littérature a pu montrer des avancées en termes d'organisation des échanges et des débats. Ces dispositifs ont beaucoup été étudiés, notamment dans le cadre du dispositif CDE de recherche, avec une mise en évidence de l'effet de cadrage lié au fonctionnement de ces et de cadrage des débats liés au fonctionnement de ces débats publics, mais aussi des effets en termes de changement de la perception des processus de décision, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs. La troisième forme qui émerge, en tout cas de manière un peu plus récente en France, est celle du panel de citoyens sous différentes formes, là encore beaucoup mobilisés dans le champ de l'environnement, peut-être plus largement dans des pays européens comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, et sans doute moins en France, en tout cas jusqu'à présent, où on en voit une certaine éclosion. Là encore, les analyses qui en sont faites montrent souvent un réel mode de construction de débat au sein de ces mini-publics, avec une construction d'un réel débat, d'un réel échange, mais sans doute une portée relativement minime sur les processus de décision auxquels elle s'ancre. Deuxième
Merci. Le deuxième point de vue que l'on a essayé de privilégier dans le papier était, au-delà de l'analyse de ces dispositifs, un intérêt pour comprendre leurs effets sur les acteurs de la décision dans le champ de l'environnement. C'est là où la littérature montre quelques creux et quelques pleins. Creux sur ce qui concerne les maîtres d'ouvrage et je dirais presque l'administration de l'État, plus de pleins du côté des professionnels, des élus et du monde associatif et du public bien entendu. Et c'est à travers ces 6 différents types d'acteurs que l'on a essayé de présenter ce que l'on sait aujourd'hui de ces effets, de ces impacts des dispositifs participatifs. Alors, en quelques mots rapides, pour ce qui concerne les maîtres d'ouvrage qui apparaissent comme ayant relativement apprivoisé ces dispositifs, on peut dire qu'il y a effectivement peu d'analyses menées, mais que celles que l'on a pu mobiliser montrent un effet d'ouverture à un spectre plus large de la décision, un processus qui était relativement confiné et qui, à travers ces dispositifs de concertation, non pas forcément s'ouvre à la participation du public, mais s'ouvre en tant que tel à d'autres acteurs dans un processus qui devient un peu plus compliqué, si ce n'est complexe. Pour ce qui concerne les élus, on constate une grande variété des situations. Les analyses qui font état de l'effet sur les différents élus de ces dispositifs participatifs montrent qu'il est difficile de généraliser. Je dirais que les plus malins ont tendance à l'utiliser comme un outil de renforcement de leur légitimité. Les moins malins le subissent plus que n'y sont acteurs. En revanche, ce qui apparaît relativement nettement, c'est que pour les élus, ces dispositifs de participation apparaissent, en tout cas au niveau territorial, comme des points de passage obligés, assez fortement ancrés maintenant dans leur pratique. Pour ce qui concerne l'administration centrale ou déconcentrée de l'État, en tout cas pour la France, on a le sentiment d'une plus grande acceptabilité administrative de la participation, promue finalement comme un instrument de pacification des conflits et d'organisation des processus, mais on ressort un peu de la littérature que la portée de ces dispositifs reste encore un petit peu restreinte dans les cercles administratifs. Enfin, pour ce qui concerne les professionnels de la participation, on voit vraiment leur rôle d'accompagnateur des processus, on voit leur montée en puissance et on a pu, notamment dans le papier, associer cette montée en puissance à une demande de sécurité méthodologique labellisée, liée, je dirais, à un certain nombre d'incertitudes de la part des différents acteurs de la décision environnementale et qui cherchent finalement à confortés par une sorte de label ou de professionnalisation du dispositif, de conforter le risque de minimiser le risque qu'ils prennent à s'ouvrir à ces dispositifs. Pour les 2 derniers types d'acteurs, et j'en aurai fini, le monde associatif et les participants, le public ou ce que j'ai appelé les autres, dans le sens où cette nébuleuse qu'on connaît finalement relativement mal. Pour ce qui concerne le monde associatif, on a le sentiment là à la fois d'une revendication du rôle du monde associatif dans ces dispositifs de participation, revendication qui a été, en tout cas dans le domaine de l'environnement à l'origine de leur développement, mais aussi une sorte de dépossession qui nous a fait dire qu'on trouvait finalement une place relativement ambiguë du monde associatif au regard de la concertation, à la fois une demande de mise en place de ces dispositifs, mais aussi à la fois une revendication du monde associatif comme représentant légitime de ces participants. Et si on faisait le parallèle avec le Grenelle de l'environnement, finalement une impression d'un renfermement dans le cadre du Grenelle autour de la place du monde associatif et moins autour de la place des participants plus larges.
Pour ce qui concerne enfin les participants, là on a une multiplicité de regards dans la littérature qui met en évidence, je dirais peut-être deux points un peu opposés. D'une part, l'idée d'une posture imposée à ces participants comme usagers du territoire et restreint à cette posture d'usagers et de représentants de la parole des usagers. Et d'un autre côté, une posture revendiquée comme plus engagée, même si cet engagement collectif ou individuel n'est pas toujours reconnu dans les processus. Donc, pour finir sur cette partie, sur ce deuxième temps de la présentation, les travaux recensés montrent finalement une certaine grammaire de la participation en cours de construction, mais où il nous semble qu'il réside encore beaucoup d'inconnus. Le temps du bilan, troisième moment effectivement, donc un peu plus évaluatif. Que peut-on tirer au vu de la revue de la littérature, du bilan de cette participation environnementale? Je crois que il peut être résumé de manière assez simple finalement. D'un côté, on a des résultats indéniables. Bon, les protocoles participatifs, c'est pas un point mineur. Ont prouvé leur opérationnalité. Ils rencontrent un public qui, certes, n'est pas toujours forcément assez nombreux ni assez diversifié, mais enfin tout de même. Ils apportent par ailleurs également des contributions qui sont généralement jugées raisonnables, même si parfois ce caractère est jugé des contributions issues par exemple des jurys ou ateliers citoyens est parfois jugé trop raisonnable et à la limite décevant. Par ailleurs, certains effets rapportés, tels le rétablissement du dialogue et de la confiance, voire l'émergence de communautés débattantes, communautés de gestion, communautés politiques, sont également donc à mettre au crédit de cette participation environnementale et constituent un capital social à faire fructifier dans la durée, pour reprendre donc une expression et une thématique de Jean-Eudes Beuret et Anne Cadoret. Mais d'un autre côté, donc, on pointe naturellement un certain nombre d'effets pervers. Parmi ceux-ci, le risque d'une dilution de responsabilité qui n'est pas propre à la participation environnementale, mais plus généralement à une forme nouvelle en fait, de gouvernance qui donc, se développe, se met en place. On pointe également, donc, mais surtout, le constat qui est massivement fait et qui s'exprime dans les termes d'une déception, c'est celui donc d'une portée finalement assez limitée de ces protocoles, de ces moments participatifs sur la décision, ce qui conduit à soulever la question de leur plus-value sociale et environnementale. De notre point de vue, cela doit en fait, le constat donc de cette limitation doit nous inciter en fait à analyser et penser ces moments et ces protocoles participatifs dans la gouvernance concertée dans laquelle ils sont en fait encastrés. Et on a identifié donc dans l'article au moins 4 dimensions de cet encastrement qui nous paraît irréductible donc des protocoles participatifs. Cet encastrement, il est d'abord temporel. Les décisions, et je mets des guillemets, démarrent bien avant et se prolongent bien après le moment participatif qui convoque un public, d'où l'importance notamment de ceux qui peuvent être les gardiens en fait de la mémoire, et ce sont bien souvent en fait les institutions qui peuvent être les gardiens de la mémoire quand on a des processus décisionnels qui se déroulent sur plusieurs années. Cet encastrement, il est également politico-institutionnel. De nombreux travaux ont montré, dans le domaine de l'environnement en particulier, mais sans doute également, c'est vrai dans d'autres domaines, il n'y a ni décideur unique, ni arène de décision unique, mais en fait une pluralité de participants aux décisions qui ont tous un rapport différent avec le participatif. D'où l'importance également d'analyser, de prendre en compte le positionnement différencié des élus par rapport à ces protocoles participatifs, des élus mais aussi des services de l'État, des maîtres d'ouvrage, ce que rappelait Corinne à l'instant. Également l'intérêt de prendre en compte dans l'analyse les acteurs que Gilles Massardi appelle les acteurs ubiquistes, c'est-à-dire ceux qui ont justement en fait la capacité à être dans toutes ces arènes, en tout cas à circuler d'une arène à l'autre, et qui de ce fait sont dans une situation peuvent être dans une situation privilégiée. Cet encastrement, il est socio-territorial. Certains rapports sociaux donc très prégnants dans un territoire peuvent directement influencer sur la prise de parole. On en donne un exemple dans le texte. Et enfin, il est socio-cognitif. Pas de décision environnementale, pas de projet environnemental qui ne soit nourri par des états du monde, représentation donc du monde présent ou représentation du monde à venir,
états du monde qui font l'objet d'une quantification de plus en plus poussée. On peut penser aux analyses coût-bénéfice, aux analyses de cycle de vie qui essayent de quantifier les impacts environnementaux respectifs des différentes options de projets qui sont éventuellement en concurrence. Et donc ici, on a la connexion entre ces arènes et ces moments participatifs et ces espaces de calcul qui se développent. Qui sont eux-mêmes donc nourris de conventions éminemment discutables, de sources de données hétérogènes, et on pointe ici la nécessaire articulation entre cette démocratie environnementale et la démocratie technique. Évidemment, la critique, l'évaluation peut se faire plus radicale, et donc on donne un certain nombre de prise de position donc plus critique, qui voit qui dénonce un vice de conception plus fondamental dans la participation, et qui voit une technologie de consentement, on l'a un petit peu évoqué ce matin, également une technologie de dépolitisation de la gestion des affaires communes. Alors quelques éléments rapidement donc en guise de conclusion. Une tentative tout d'abord pour esquisser des avenirs possibles de cette démocratie environnementale des territoires. On peut identifier finalement dans la continuité de ce que disait Corinne tout à l'heure, donc qu'elle participe d'un renouvellement, mais finalement d'un renforcement du néocorporatisme qui caractérise la gestion territoriale de l'environnement depuis un certain nombre d'années. On peut également imaginer qu'elle débouche de manière extrêmement instrumentale sur des mécanismes et procédures de gestion des parties prenantes et de nombreux maîtres d'ouvrage, acteurs, firmes de l'environnement se dotent aujourd'hui d'outils permettant de gérer. Le terme est explicitement, l'ambition est bien celle-ci. Il s'agit bien de gérer les parties prenantes, donc de gérer au fond des rapports de force, et pas tellement gérer produire des décisions partagées. Où on peut imaginer, donc là c'est le scénario plus positif, que dans le fil d'une institutionnalisation, d'une routinisation, d'un renforcement de l'articulation entre ces mécanismes et ceux et les mécanismes de la gestion de l'environnement, que les résultats, par exemple, des jurys ou des ateliers citoyens puissent devenir des repères fiables pour un public appelé parfois à devoir trancher donc rapidement dans une controverse. Trois suggestions donc là cette fois-ci pour vraiment terminer, donc dans une perspective d'accompagnement critique et vigilant de cette démocratie environnementale. Poursuivre l'expérimentation sur les protocoles, et notamment donc je crois que c'est un des points importants. On a vu au départ, on raisonne sur le débat public, l'atelier citoyen, mais on a déjà ou les commissions, mais on a déjà évoqué ce matin sur le fait que au fond on raisonnait de plus en plus sur des agencements en fait de différents protocoles, parce qu'il faut pouvoir à la fois mobiliser des parties prenantes, il faut pouvoir mobiliser des mini-publics, des grands publics, et donc on est plutôt dans une logique de combinaison en fait de différents protocoles. Également donc poursuivre l'expérimentation sur l'équipement socio-technique de la participation et notamment de la délibération. Il en a été très peu question dans la présentation et dans le texte, mais c'est un champ de recherche tout à fait important. Alors ensuite, prolonger l'enquête, notamment donc sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les éventuelles cités de la décision environnementale, et voir quelles sont au fond comment essayer de formaliser et de voir comment se distribuent ces différentes conceptions de la bonne manière de prendre une décision environnementale, et voir dans quelle mesure cet impératif, ou en tout cas cette ambition de l'empowerment, le dernier degré dans l'échelle d'Einstein, constitue c'est une des cités de la décision environnementale sans doute, mais pas forcément la seule et pas forcément la plus répandue. Également, donc, poursuivre l'enquête sur les effets de ces protocoles participatifs et sur la mesure de ces effets. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la nécessité de recourir à l'intérêt en tout cas qu'il y avait à recourir à des méthodes qui permettent d'embrasser un grand nombre de cas. Alors après, le travail est très difficile, compliqué, sans doute très
très contestable quand il s'agit de coder ensuite un certain nombre de réalités complexes pour essayer d'établir des corrélations, mais ça me paraît tout à fait important. Dernier point, essayer de construire l'articulation entre finalement ce champ de recherche et ce que j'ai appelé ici les métapropositions, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces dernières années, après les politiques de la nature, après la démocratie technique, la démocratie écologique, la démocratie coopérative, et je crois qu'on gagnerait donc à articuler cette recherche sur la participation environnementale avec donc ces propositions théoriques, enfin oui, ces propositions théoriques. Et je crois que ce qu'elles peuvent apporter, c'est la capacité à poser clairement des questions fortes, à structurer des lignes de clivage qui peuvent dessiner un espace de position. Et je mentionnerai donc quatre de ces questions fortes qui peuvent donc aider à structurer les débats. La première question, ce serait la question de la division des tâches. Est-ce que ça, donc là, j'ai en tête par exemple le modèle de la démocratie écologique de Dominique Bourg et Whiteside. J'ai en tête également le modèle du discours coopératif où différentes tâches dans le processus de participation ou de décision environnementale sont assignées à différents groupes. Les experts, les maîtres d'ouvrage, les porteurs d'enjeux et les citoyens ordinaires. Ou au contraire, en fait, faut-il plutôt raisonner en termes de coalition hétérogène et puis donc ne pas forcément allotir comme ça le travail de participation. La deuxième question, c'est celle du pouvoir. Faut-il avoir un parti pris et organiser notamment une discrimination positive en faveur de ce que Laurent Mermet appelle les acteurs d'environnement, c'est-à-dire prendre acte du fait qu'on a une asymétrie initiale entre un certain nombre, entre les acteurs qui essayent de se battre pour promouvoir, agissent au nom de l'environnement et la protection de l'environnement, et les autres. Et donc, faut-il intégrer cette asymétrie et avoir un parti pris. La troisième question est la question du conflit. Le but de ces protocoles participatifs est-il de civiliser le conflit ou d'arracher le consensus? C'est une question importante. Et enfin, la dernière est celle que j'ai appelé la question de la démarcation. Faut-il séparer et protéger l'espace dialogique, l'espace participatif, ou au contraire, faut-il l'articuler le plus précocement et le plus fortement possible à l'espace de la représentation et la décision environnementale? Voilà, je vous remercie.